des points importants, des lignes que j'ai notées concernant par exemple le domaine agricole communautaire, le programme d'aménagement agricole de la vallée ou encore la reconstruction du capital semencier, parlant de l'arachide. Alors, Iba Diouf Ndiokhobaye, comment est-ce que vous appréciez un peu ce qui a été annoncé ici dans ce volet agricole par le président de la République? Merci beaucoup, Omar. Vous me permettrez de revenir en une minute sur ce qu'a dit mon ami M. Diop, Abdelaziz, sur la question des forces armées et la gestion des crises dans l'espace CEDEAO, UEMOA, en rapport bien entendu avec d'autres. Il dit notre armée est sur plusieurs champs de bataille, théâtre des opérations en toute liberté. Mais je voudrais lui dire par rapport au Mali, il y a eu une volte-face spectaculaire de M. le Président de la République, et ça vous le savez mieux que moi, Aziz. Dans un premier temps, il a fait une déclaration, d'ailleurs qui a toujours ses conséquences entre le Sénégal et le Mali, qui avait dit on n'enverra pas notre armée au Mali. Il a dit et soutenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Moins de 1 mois, quand la France a envoyé son armée, automatiquement on a vu M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, président de l'APR, faire un virage à 180 pour envoyer notre armée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en vérité, nous parlons d'indépendance, mais sur bien des points, nous sommes encore dépendants de la France. C'est ça aussi la réalité. Il ne faut pas l'occulter. Ce que je voulais également dire par rapport à la baisse des loyers, mon ami Sarr l'a évoqué, mais aujourd'hui, le président Macky Sall, président de l'APR, président de la République, il a réussi le tour de force de dresser une partie du Sénégal contre une autre partie. Les loyers, les locataires contre les bailleurs, les propriétaires. En quoi faisant? En prenant une loi d'autorité, n'est-ce pas, pour baisser les loyers. Dans tous les cas, quand vous parlez de baisse de loyer, tout le monde sait que c'est populaire. Et nous savons qu'effectivement, il fallait trouver des moyens pour baisser les loyers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les bailleurs ne sont pas d'accord. Parce que tout simplement, il a pris de l'argent de leur poche pour donner ça à d'autres Sénégalais. Or, il y a une meilleure manière de faire. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, s'il voulait régler le problème du loyer, les fonds politiques dont il dispose, 11 milliards de francs CFA, alors que Maître Abdoulaye Wade les avait laissés à 8 milliards. On va prendre les 3, affecter ça à la CECAP, à l'OHLM, pour que justement ces sociétés-là puissent aller développer des programmes de construction de logements, et cela va impacter effectivement sur le coût du loyer. Et comme disent les Wolofs, mais vous avez pris de l'argent de M. X pour donner ça à Mme Y, je dis que c'est grave. Et autre chose également, il a mis aujourd'hui des familles entières dans une situation extrêmement difficile. Parce que c'est des pères de famille qui ont construit et malheureusement décédés. Ils laissent la maison à la famille, ils ont loué 2 ou 3 chambres qui permettent, n'est-ce pas, de payer les scolarités des enfants. Ça n'existe plus. Et également les banques qui sont là aujourd'hui. C'est des citoyens qui ont emprunté de l'argent pour construire et mettre en location. Ils ne tiennent pas compte de la pression que font les banques sur ces bailleurs de fonds. Donc, je dis encore une fois de plus, il faut revoir cette loi-là et son application par rapport à ces enjeux qui sont réels. Et si maintenant on me parle de bien, c'est que ça passe la réalité. Mais c'est ça. À travers le Sénégal, les Sénégalais, mais les enfants vont en pays jusqu'à présent. Et puis la CEMU, vous avez dit, mais ce n'est qu'une suite logique, n'est-ce pas, du plan Sésame. Il ne faut pas l'occulter. Donc quand vous parlez de bilan, parce que c'est un problème de bilan,
Mes frères l'a rappelé. Le livre intitulé Ça a été dit, c'est fait. D'ailleurs, une formule triviale pour un document, n'est-ce pas, émanant de la primature. Je dis encore une fois, il devait également, à côté des acquis, nous parler des passifs. Et le passif est lourd. Très bien. L'emploi. Peut-être qu'on y reviendra. Hein? Oui, tout à l'heure, on va y revenir. Oui, je vous avais d'ailleurs posé une question relative à l'agriculture. On va, pour être plus cohérent, laisser à M. Alioune Sarr répondre sur cette question des loyers parce que ces services sont impliqués. Avant de revenir sur la question. Vous voyez combien de dossiers maintenant à la police, le numéro vert dont on parle? Oui. Laissez-le. Okay. Allez-y. Merci beaucoup, Omar. Je crois que M. Diouf c'est en prévision de la fête de demain qu'il est très très dynamique et très excité. Je crois qu'il faut qu'il soit beaucoup plus calme et lui dire simplement. Bon. Je suis très calme. Je crois qu'en fait, moi je voudrais dire un mot quand même sur l'armée. Je crois qu'il arrive des moments quand même où j'ai l'habitude de le répéter. Les acteurs politiques doivent faire bloc autour de leur armée. Je crois que ce n'est pas le moment de polémiquer pendant qu'un soldat meurt dans des théâtres où c'est extrêmement dangereux. Deuxième élément que je voulais dire, aujourd'hui, un homme politique qui peut prétendre qu'il peut assurer la sécurité de son pays, sa coopération internationale dans le domaine du renseignement, du renforcement de la capacité de ses armées, ce n'est pas sérieux. Il faut être extrêmement lucide, réaliste. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye Diop, le monde est extrêmement dangereux. Prenons le cas du Mali. Le problème du Mali, c'est un problème sécuritaire, mais également c'est un problème d'enjeu commercial et économique. Vous le savez tous, le Mali est le premier client du Sénégal. 150 milliards d'exportations sont faites sur le Mali. Avec la crise, c'est près de 44% de baisse de nos exportations vers le Mali. Donc cela veut dire que la petite et moyenne entreprise sénégalaise, qui était dans le textile, qui était dans la transformation agroalimentaire, est impactée par cette crise. Donc je crois que être là à discuter sur la position du chef de l'État d'envoyer des soldats au Mali ne se pose pas. C'est un enjeu sécuritaire, c'est un enjeu économique. Je voulais vraiment inviter tous les acteurs politiques à se rassembler et à faire bloc. Parce que nos ennemis ne sont pas à l'intérieur du Sénégal, mais sont hors du Sénégal. Maintenant, sur le loyer, et je vais revenir sur l'agriculture. Je crois que sur le loyer, M. Diouf, vous savez, quand nous avons défendu cette loi à l'Assemblée nationale, le PDS nous avait prévu que les commissariats de police, les gendarmeries seront remplis de monde dans un conflit incessant. Et j'avais dit à l'époque que le peuple sénégalais est suffisamment mature et il s'est dépassé des difficultés beaucoup plus importantes de la baisse des loyers. La baisse des loyers a été un engagement du chef de l'État. En un mois, la loi a été votée, promulguée et mise en œuvre. J'ajoute, c'est une question de solidarité nationale. Sur le loyer, vous savez, quand vous êtes élu par le peuple sénégalais, vous devez prendre des décisions pour l'intérêt général. L'évolution des loyers entre 1994 et maintenant, c'est 256% d'évolution, d'augmentation, 256%. Au même moment, les coûts de construction ont évolué de 40%. Était-il normal de laisser ces spéculations continuer? Était-il normal de voir des Sénégalaises et des Sénégalais mis dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer? Et vous savez, M. Diouf, 52% des Sénégalais, des chefs de famille ici à Dakar sont des locataires. C'est plus de 122 milliards qui sont collectés chaque année pour le loyer. Vous pensez que ce secteur économique, qui est extrêmement essentiel pour l'économie, 122 milliards, vous pensez qu'un gouvernement responsable est fragilisé? Non. Les bailleurs de fonds, les bailleurs locataires sont des investisseurs. Et le gouvernement a mis en place un dispositif pour les accompagner. Et nous les avons dit. Nous les avons fait. L'environnement économique que nous avons mis en place. La nous avons favorisé dans le secteur du ciment, dans le secteur du fer, pour le permettre que les coûts de production baissent. Tout le monde sait qu'en 10 ans, le prix du ciment a baissé, le prix du fer a baissé. Donc tous ces éléments-là sont des accompagnements pour le secteur. Maintenant, vous savez, la différence entre les hommes politiques, c'est ceux qui ont le courage et ceux qui ne l'ont pas. Quand le groupe parlementaire, l'enquête parlementaire était faite sur le loyer, le rapport a été déposé à Abdoulaye Wade, mais vous n'avez absolument rien fait à l'époque. Rien du tout. Donc je crois que vous ne pouvez pas reprocher à Macky Sall l'audace d'avoir osé s'attaquer. Effectivement, un sujet qui est difficile, parce que vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Mais quand l'intérêt général est en jeu, il est absolument important que les gouvernements prennent des décisions en préservant l'intérêt général et en ne sacrifiant pas l'économie. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure le numéro vert. Oui,
Vous savez combien d'appels nous avons eu sur le numéro vert? 7000 appels. Vous savez combien y a-t-il de demandes d'information? Pratiquement 4000. Et la plupart des bailleurs et des locataires, quand ils appelaient, quand le service du commerce régional de Dakar les mettait en contact l'un avec l'autre, ils trouvaient une solution consensuelle. Le nombre de dossiers qui sont devant les tribunaux sont extrêmement minimes, moins de 2%. Plus de 98% ont trouvé des solutions à l'amiable. Donc, acteurs politiques, nous regardons un dossier, je pense qu'il faut le regarder lucidement. Effectivement, il y a des femmes qui ne seront jamais contentes. Est-ce qu'on est là pour l'intérêt général ou l'intérêt? Donc sur ce loyer, je voudrais vous dire simplement que le gouvernement ne s'arrête pas seulement à la baisse de loyer. Nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, dans le pôle urbain de Diamniadio, lancé un appel vers ce qu'on appelle les développeurs, les gens qui vont construire des logements sociaux. Et aujourd'hui, les bailleurs de fonds, des investisseurs qui vont travailler dans ce secteur-là. Parce qu'il ne tient pas à l'État de construire, de faire ce travail-là. Je pense que l'État crée un environnement et permet à ce que des investisseurs dans ce secteur. Et je crois que fondamentalement, ce que le gouvernement fait, c'est construire plus de 5 000 logements sociaux qui permettront justement à ce que des Sénégalais et des Sénégalais puissent accéder au logement. Une politique qui va au-delà et juste terminer, si vous le permettez, Omar, sur... Vous l'avez posé la question, en fait, c'est la question de départ, l'agriculture, on n'en a pas parlé. On y revient. Donc je voudrais vraiment conclure donc, sur le loyer en disant... Vous aurez la parole tout à l'heure. On laisse lui parler, après on... Vraiment sur le loyer, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez maintenant des questions beaucoup plus larges, moi je suis vraiment disponible. Parce que vous savez, il y a une commission qui travaille sur cette question-là, présidée par le président Ibader Thiam, qui est un membre de votre parti qui a travaillé là-dessus pendant très longtemps. Donc je crois que nous rendons hommage à ces Sénégalaises et des Sénégalais qui ont travaillé sur la question, qui ont fait des propositions et ces propositions sont mises en œuvre au grand bénéfice de la majorité des Sénégalaises et des Sénégalais. Allez-y, sur les mesures de portée sociale. Oui, je pense que moi j'ai beaucoup de problèmes avec Monsieur le ministre. Vraiment, je suis désolé. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de solidarité nationale en parlant de l'État pour ceux qui n'appartiennent pas à l'État. C'est quand même un désordre. L'État ne peut pas organiser la solidarité nationale, quelque chose qui ne vient pas de sa poche. C'est très simple. La question du loyer, non. Il a une mission régalienne. Oui, non, la mission régalienne, l'État a 3 missions régaliennes. La première régalienne de l'État, c'est la défense du territoire. La deuxième mission régalienne de l'État, c'est le rôle d'arbitre entre. Et ça n'a rien à voir avec ça, je veux le dire. Et la troisième, la troisième mission régalienne de l'État, c'est le fait que si l'État, les individus ne peuvent pas, disons, tout ce que les individus ne peuvent pas faire, ou les individualistes ne peuvent pas faire, que l'État les fasse. Par exemple, les grands travaux, tout ça. Tout ce qui dépasse la capacité de l'individu. En dehors de ça, tout le reste, l'État n'a. Ce qu'un grand penseur britannique, fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham disait, the state should keep quiet. Il s'était. Il prend ses distances et absolument pas du tout. Mais ça revient à quoi? Ça revient tout simplement pour l'État. Ça consiste tout simplement à déshabiller Omar pour habiller Abdoulaziz. C'est ça la solidarité nationale? Mais non, ce n'est pas du tout, je suis désolé. Je pense que tout le monde est d'accord que les loyers sont chers. La méthode, la décision normative pour l'État à dire tout de suite, on va faire ceci, prendre la tel et donner à tel, je pense que c'est très maladroit. Si on ne vous dit pas que les bailleurs ne sont pas contents de vous pour cette décision, on ne vous dit pas la vérité. C'est vrai, les bailleurs ne sont pas des Sénégalais, mais les bailleurs sont des Sénégalais. Des Sénégalais qui ont du mérite, qui ont travaillé et qui ont investi, qui attendent un retour sur investissement. Et c'est comme ça qu'on réagit par rapport à eux. Je pense que ça, c'est une... Et ce qui est désolant, c'est quand le ministre parle de solidarité nationale par rapport à cela. Monsieur le ministre, savez ce que c'est que la solidarité nationale? Je vais vous répondre. Ah non, ça c'est inacceptable. Maintenant, je vais terminer par rapport au Mali, parce qu'il disait que la baisse, disons, on est d'accord, avant, oui, le Mali, maintenant avec la crise, il explique, disons, la baisse des activités avec le Mali, en l'expliquant, disons, par la crise. Mais je suis désolé, ce n'est pas cela. Monsieur le ministre, vous êtes en retard. Le Mali, le Mali est en train de chercher une alternative au Sénégal.
Dans quel domaine? Dans quel sens? Non, non, non. Sur le plan, regardez ce qui se passe. Et là aussi, c'est extraordinaire. Notre diplomatie est à genoux. Le Mali, il y a un acte qui se crée entre Bamako et Abidjan. Et le Mali cherche, depuis le président Keïta, et le Mali cherche à contourner le Sénégal. Toutes les affaires que le Mali fait avec le Sénégal, il cherche à les faire moins et à faire plus avec la Côte d'Ivoire. Et ils sont en train d'y travailler. Dans le domaine des échanges. Ils sont en train de nous isoler et sans qu'on le sache, au même moment, notre diplomatie est absente. Vous ne voyez pas les choses, mais il y a des choses qui se passent dans la sous-région là. On ne peut pas. Évidemment, je ne vais pas expliquer le fait que le président n'est pas devenu, disons, n'est plus à la tête n'est pas à la tête de la CEDEAO. On comprend la clause non écrite qui veut qu'après un chef d'État francophone, que ce soit un chef d'État mais ce n'est pas seulement cela. Et ce que vous dites, je pense qu'il faut aller, ça mérite d'aller au fond. Vous permettez que je donne la parole au ministre d'abord, parce que c'est son domaine. Après, je reviens vers vous. Oui. Allez-y rapidement, monsieur le ministre. Sur ce point-là. Non, deux choses, je vais revenir à une chose. D'abord, monsieur Seydi, vous ne connaissez pas. Vous savez qu'en 1977, je parle de loi. En 1977, vous savez que le loi annuel c'est à 14% du prix. Je donne les chiffres. Il a l'air de donner des... En 1977. En 1977. De ce qu'il y a. Non mais attendez, ce qu'on vit. D'accord. S'il vous plaît. La question du loyer et sur la question des échanges. S'il vous plaît. 1977, le Sénégal de 1977. S'il vous plaît. Pas encore. Je connais ces méthodes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous réponds. Je connais ces méthodes. Je vous répondrai. Je vous écoute. 1977. Pourquoi je vous cite 1977? Parce qu'en 1977, la loi qui fixe justement, qui réglemente le Sénégal a été votée. Cette loi donne un montant maximum d'un loyer d'un immeuble ou d'un appartement au Sénégal. Ça n'a jamais été respecté. Ce que l'État a fait, c'est de l'ordre. L'État a un droit régalien. Si vous ne savez pas que l'État a le devoir de faire respecter les lois, il faudra bien vérifier. Alors, les 14%. Donc les 14%. S'il vous plaît, ça c'était sur la question des loyers. Monsieur Seydi, s'il vous plaît. Oui, d'accord. S'il vous plaît. Pour aller vite. Oui. La question du loyer. Je vais aborder une question importante. Je vais conclure sur ça. Mais que monsieur Seydi, voilà. D'accord. Écoutez les gens, nous connaissons ces méthodes. C'est 14%. Donc quand de 14% vous percevez plus de 50%, il appartient à l'État de réglementer. Donc c'est ça que je vous dis. Le deuxième élément, concernant le Mali. Voilà. Monsieur Seydi, allez chercher les chiffres. Vous savez, le président Akil, il a été élu, ça fait pas, c'est pas ça le problème. Hein. La clé ne date pas de là. Vérifiez vos chiffres. Allez vérifier l'Agence nationale de la statistique et la démographie. L'évolution du commerce du Sénégal vers le Mali. Le Sénégal vend au Mali des produits pétroliers. Le Sénégal vend au Mali des produits agroalimentaires. Je vous invite à vérifier vos chiffres pour voir l'évolution des transferts, des échanges du Sénégal et le Mali, et vous saurez que ça reste intact. Ça reste intact, ça n'est pas changé. Alors, on évolue un peu. Je termine. Je termine en disant. S'il vous plaît. Je termine en disant, vérifiez vos chiffres. Maintenant, vous parlez de la sous-région. Vous savez, quand le président de la République parle dans le plan Sénégal émergent de construire le chemin de fer Dakar-Bamako, et justement, c'est le Sénégal, la sous-région. C'est parce que le Sénégal, comme vous le savez, lors du sommet du chef d'État qui est lui ici à Dakar, où le tarif extérieur commun a été validé, au niveau de la CEDEAO, pour un marché de 300 000, c'est là justement où les nouveaux enjeux sont importants. Et donc le Sénégal est en train justement de travailler à ce que son économie soit connectée de ce grand marché. Et je crois que cette question-là, on pourra... Très rapidement, l'idée que M. Seydi et M. Diouf font du social doit inquiéter les Sénégalais. Je crois que les Sénégalais sont inquiets de les entendre traiter le social. Attendez, de les entendre traiter le social comme ils traitent le social. Cela dit, je le sers de côté tout simplement pour dire ceci. Vous devez, tous les deux, vous expliquer avec vos députés à l'Assemblée nationale qui ont été unanimes à voter cette loi sur la baisse du loyer. M. Ibrahim Diouf Diokhobaye doit expliquer avec le groupe parlementaire libéral et démocratique, présidé par Moudou Diagne Fada, qui a voté la loi.
vous devez également vous expliquer avec les députés réunis de l'Assemblée nationale et voter la loi. Voilà, attendez. Vous êtes censé les représenter ici. C'est parce qu'ils ont la claire conscience que cette loi-là devait être prise. Et le résultat d'un long cheminement qui a commencé avec une idée agitée par le professeur Iba Der Thiam. On peut considérer que c'est la loi Iba Der Thiam qui est membre du Parti démocratique sénégalais parce qu'il a la claire conscience qu'il faut agir quelque part pour donner un surplus de pouvoir d'achat aux Sénégalais. Très bien. Et ça, c'est du social. Parlons de l'agriculture maintenant, parce qu'il faut qu'on évolue quand même. Oui, mais je pense quand même. Vous aurez l'occasion de... Vous voulez répondre sur quel point exactement? Non, c'est-à-dire que quand il lit la position du groupe parlementaire dirigé par Modou Diagne Fada à ma position, la position de mon parti, mais quelquefois, il faut relativiser les choses. D'accord, il faut relativiser pas votre parti. Choses, hein. Alors, c'est notre parti. On enchaîne avec l'agriculture. Parce que quand même, il faut se dire que, quel que soit par ailleurs l'angle de tir que vous utilisez, votre position, mais c'est indéfendable devant les bailleurs. D'accord, on y revient tout à l'heure. On enchaîne sur l'agriculture. Monsieur Diop, ils ont souscrit, mais le pays est en paix. Le couteau à la gorge, ils sont obligés de... Quel sens donnez-vous à ce discours du président sur l'agriculture? Il y a ici des raisons de le va enfin décoller. Ce dont il faut bien rendre compte, c'est que tout ce que le président dit de l'agriculture se trouve enchâssé dans ce qui est en cours et qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Vous savez, le plan Sénégal émergent, c'est une vision, une croissance soutenue et durable dans un Sénégal dont le développement social, économique et humain est équilibré. Il faut une bataille dans des secteurs clés. L'une des batailles dans le secteur... Dans l'agriculture. Alors, c'est ce dont le chef de l'État a fait état dans son discours, que l'un des secteurs clés où le Sénégal doit se battre pour que la vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2022-2035 soit une réalité, c'est le secteur de l'agriculture. C'est comme ça qu'il faut comprendre le discours du chef de l'État. Maintenant que les batailles clés sectorielles connues dans l'agriculture, il nous faut des catalysateurs. Nous reviendrons sur les catalysateurs lorsque nous aborderons la question de l'emploi. Quelles sont maintenant les garanties de succès? C'est la capacité d'impulsion de l'État qui s'appuie naturellement sur les leviers que sont par exemple tous les mécanismes pour la gestion saine des finances publiques, donc dans la transparence. Très bien. Est-ce que vous voyez dans le discours du président une vision qui peut faire décoller enfin ce secteur de l'agriculture? Merci beaucoup. Vous savez, Omar, entre les discours et la réalité des faits, il faut choisir. Moi, j'ai choisi la réalité des faits. Il nous parle de PSE. Comment voulez-vous qu'un chef d'État ait acheté une vision pour dire que cette vision-là qui va développer le Sénégal? Cette vision, c'est un club qui se trouve quelque part, payé à coût de 2,5 milliards, qui réfléchit à la place de notre expertise nationale pour venir nous vendre cela. Et avec cela, on nous dit, oui, nous allons développer. Parlons de l'agriculture. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Moi, j'ai des faits concrets. C'est sur ce plateau-là, en présence d'autres membres du gouvernement, vous vous souvenez, le 31 décembre, j'avais dit, ce qui s'est passé cette année, c'est tout simplement inimaginable. C'est la catastrophe dans le monde rural. La famine dont on parle, peut-être qu'on y reviendra. Qu'est-ce qui a accentué cela? Une mauvaise campagne de commercialisation de l'arachide. Qu'il le veuille ou non. Il avait dit non, tout est OK. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le président, 15 jours après, il était obligé de revenir pour dire on met une commission à la supervision du Premier ministre pour prendre des mesures d'urgence. Le mal était déjà fait. Les paysans ont braqué. Il parle dans le discours d'un kilogramme à 200 francs CFA payés aux producteurs. Alors qu'il était à 190 francs. Mais 200 francs où personne n'a vu un point de collecte pendant au moins 2 mois, au point que les paysans ont bradé le récolte. Le mal, comme je l'ai dit, le mal était déjà fait. Et on me parle de 200 francs. Donc, c'est une vision
développement rural. Parce que tout le monde sait, au moins c'est le milieu du commerce, c'est parfaitement dans les activités dans le milieu rural. Ça ne va pas, mais c'est extrêmement difficile de me parler de dans ce secteur. Mais il faut quand même pas rester à la... Le PSE. Il faut pas rester à l'arachide. Non, nous, ça, vraiment, tout le respect que je dois à ce gouvernement, c'est pas nouveau. La diversification dans le secteur agricole, quand même, reconnaissons ce que Maître Abdoulaye a fait dans ce cas. Jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui de produits, même de produits... différents programmes. Là. Ah, mais quand même, vous m'excusez du terme. Donc, pour vous dire que, il parle du PSE. D'abord, vraiment, ce qui s'est passé, je ne veux pas rappeler tout ça, mais ce qui s'est passé en France, vous pensez que pour un gouvernement sobre, vertueux, dans sa pratique, dans sa philosophie, on a besoin de 400 à 500 personnes à Paris, au point que le président François Hollande s'est étonné de tout ce monde-là venant du Sénégal pour faire quoi? Il a même posé la question à M. Macky Sall. Par conséquent, donc, ne me parlez pas de gouvernance. Parce que le président a parlé de bonne gouvernance dans le PSE. Oui, il faut de la bonne gouvernance. Mais où est-ce qu'on voit la bonne gouvernance dans ce pays-là? Où? Au moment où les marchés de gré à gré fleurissent comme des champignons, poussent comme des champignons, nous l'avons laissé ce gré à gré à 8% quand on quittait le pouvoir. Aujourd'hui, il est mieux, à plus de 25%. Et jusqu'à ce qui est plus grave, le président de la République lui-même qui dit qu'il faut réformer le code de taxation des... Alors, qu'est-ce que cela signifie? Même qu'il incite finalement les gens à aller vers des pratiques illicites que nous déplorons terriblement. La question du PSE, oui. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles nous pouvons avoir un pays émergent. Mais on est très loin du compte. Pour avoir un pays émergent, il y a des conditionnalités, des chantiers à bâtir, des chantiers dans certains secteurs où on ne voit pas un état de droit. C'est le premier élément. Y a-t-il un état de droit au moment où on emprisonne quelqu'un parce qu'il porte uniquement des chantiers? Je veux parler de notre frère, de notre frère Silla, Aïdara Silla. Vous pensez que ça, c'est un état de droit? État de droit. Il est libre quand même, non? Oui, il est libre. 15 mois après, regardez le résultat. D'accord. Quelle a été la finalité? Pendant 2 ans, pendant 1 an, moins d'une semaine, on prend Karim Wade, on le met en prison, double inculpation. Jusqu'à présent, il n'a rien trouvé. C'est pourquoi la déclaration de Karim Wade aujourd'hui devant la CRI, mais ça se passe documentaire. Ils n'ont rien trouvé. Leur objectif est de le maintenir parce que Macky Sall, le président de la a peur de ce garçon-là pour 2010. Alors, laissez M. le ministre Alioune Sarr répondre concernant l'agriculture. Bon, moi, je crois que il ne faut pas gâcher la fête parce que le PDS... Non, vraiment, la fête est le PDS, gâchée. non, mais... Non, rien mis sur la table. Rien du tout. Bon, je crois que nos amis sont vraiment venus pour perturber et je crois que ce n'est pas utile. Parce que le PDS, franchement, les bons impayés aux paysans... Il y en a... Non, attendez. Pas le poisson. Les bons impayés, M. Diouf. Ça, c'est une invention du PDS. M. Diouf, la question de la malgouvernance financière. Vraiment, un membre du PDS est très très mal placé pour le dire. L'OCI, l'avion présidentiel, les dépassements budgétaires, tout ça, c'est derrière nous, c'est plus de 100 milliards qui ont été dilapidés. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, mais attendez, moi je vous rappelle vos faits historiques. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Soyez quand même moins de parce que le PDS est très très mal placé. Maintenant, monsieur, il ne faut pas qu'on nous distrait. Parce que il ne faut pas oublier que quand même, quand Macky Sall est venu en mars 2012, un endettement de plus de 3 000 milliards. On ne sait même pas de ce qui a été fait de cet argent. Maintenant, sur l'agriculture, moi je donne des faits très précis. Le PDIDES, c'est un programme de 43 milliards financé par la Banque mondiale qui démarre dans le lac de Guerre, dont l'objectif est d'exporter 150 000 tonnes de fruits et légumes sur le marché international. Vous savez déjà que le Sénégal exporte déjà des fruits et légumes, 10 000 tonnes de
tomates cerises. Et cela a commencé avec vous? Monsieur Nying, je m'adresse au peuple sénégalais. Et je ne me laisse pas distraire. Je connais les méthodes. Je connais les méthodes. 150 000 tonnes. 150 000 tonnes. D'accord, laissez-le pas. Ce programme PETIDAS vient de démarrer, monsieur Diouf. 157 000 tonnes, c'est ça l'objectif affirmé. Il a quand même le droit d'en parler. Ensuite, le Sénégal importe 1 milliard de riz année. C'est près de 300 milliards de francs. Le programme du PRACAS a comme objectif de produire 1,6 million de tonnes de riz paddy. Parce que vous savez, le développement, ça commence d'abord par la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Et je crois que si on parle d'autosuffisance, la diversification, c'est d'abord regarder ce que les Sénégalais consomment. Et monsieur Diouf, figurez-vous que ce que les Sénégalais consomment, en bonne partie, c'est le riz. Or, le bilan que vous avez de l'autosuffisance alimentaire du Sénégal en riz, il est extrêmement décevant. Monsieur Oumar Nying, l'agriculture est un secteur essentiel pour l'économie nationale. Parce que d'abord, plus de 100% des Sénégalais y vivent. Et ensuite, c'est là où nous avons des marchés mondiaux intéressantes. Je vous ai dit la dernière fois que, tout à l'heure, nous avons le marché de la CEDEAO. Vous savez qu'au niveau de l'UEMOA, on importe 400 000 tonnes d'oignons. Et le Sénégal en produit 240 000 tonnes. Vous savez ce qui a manqué? Nous avons le produit. Il faut simplement organiser nos producteurs pour qu'ils puissent justement attaquer les marchés internationaux. Donc ça veut dire simplement que ce n'est pas un rêve. Pendant que vous êtes critiqué, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont dans la vallée, qui sont à Podor, qui sont à Louga, qui sont dans les Niayes, qui sont en train de produire de l'oignon qui sert aux marchés internationaux. La dernière fois, je pense que c'était là, c'est l'oignon Mercedes. 70 tonnes à l'hectare. Ces Sénégalais n'ont pas attendu pour les politiciens pour démarrer. Ils sont en train de faire des résultats. Et aujourd'hui, allez demander les producteurs d'oignons. Demain, allez faire les marchés, allez faire les champs. Vous allez voir que les Sénégalais vendent à un très bon prix et ils arrivent à faire des résultats. Je peux dire la même chose sur la tomate. Donc ça veut dire simplement, qu'est-ce que je veux dire par là, Omar? C'est que les acteurs politiques sont souvent en retard sur la qualité du terrain. Il y a des Sénégalais qui croient au Sénégal et qui commencent à faire et qui font des résultats depuis très longtemps, c'est vrai. Et aujourd'hui, qui en faut. Donc je pense que l'agriculture, noircir le tableau en disant que oui, rien ne se fait, si, des choses se font, c'est pas encore suffisant. Nous n'avons pas encore atteint notre suffisance alimentaire. Nous n'avons pas encore réglé la question. Justement, la bataille, c'est la bataille de l'autosuffisance. Justement. Ici, il y a un programme d'aménagement agricole dans la vallée. On peut espérer, avec ce programme annoncé par le président, qu'on ait effectivement cette autosuffisance. Mais absolument. Omar, vous savez, quand vous allez dans la vallée du Ngalenka, dans le département de Podor, allez visiter cette vallée. Il y a un potentiel extrêmement important. J'ai visité aujourd'hui, il y a près d'un mois, des Sénégalais avec des Indiens qui produisent de la pomme de terre. Cela produisent pratiquement 15 000 tonnes de pommes de terre. Mais cela veut dire simplement que ces hommes et ces femmes, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'un accompagnement d'État. Ils ont besoin d'une sécurité. Ils ont besoin d'être en confiance. Ils n'ont pas besoin qu'on les emmène en leur faisant croire que rien n'est possible. Parce que la bataille du développement, comme l'a dit tout à l'heure le chef de l'État, c'est d'abord croire que le Sénégal est capable de le faire. Mais si à chaque fois que les Sénégalais prennent des initiatives, surtout les acteurs politiques, se mettent là à tirer, parce que tout simplement ils ont une échéance électorale qu'ils veulent gagner, je pense que ça ne marche pas. Très bien. Et je crois que quand on a un bilan aussi peu religieux, parce que quand même c'est le PDS qui était là il n'y a pas longtemps, et nous avons été là pendant 12 ans. Quand on a un bilan aussi peu religieux, je pense que donner des leçons, il faut les faire avec beaucoup de prudence, parce qu'on peut rappeler le passé n'est pas très bien malheureux. Vous êtes d'accord, M. Seydi, qu'il faut quand même, le temps est venu de valoriser quand même les potentialités de notre pays, comme le dit le président de la République. Oui, mais on a perdu du temps, Omar. Oui. Quand même, c'est la deuxième année. Justement, raison de plus. Et souvenez-vous, quand le président faisait campagne, il faisait sa campagne autour de Yonou Yokote. Les images sont là. Qu'est-ce qu'on voyait? Ce qui affleurait quand vous regardez les images, c'est surtout ces graines d'arachide et tout ça là, pour dire qu'il avait déjà choisi de mettre le focus sur l'agriculture. Mais 2 ans après, comme si, voilà, ce programme autour duquel il avait un peu bâti ça. Je comprends quand on leur dit cela, ils disent oui, mais le PSE, c'est la fusion entre Yonou et Yokote. Mais non, on a perdu 2 années pour rien, finalement. Mais le Sénégal, moi je suis d'accord. Mais l'agriculture, c'est important pour la relance économique. Mais on n'avait pas besoin de perdre 2 années comme ça. Le Sénégal dispose de 500 000 hectares irrigués. Vous savez combien d'hectares sont seulement exploités? 60 000. Le président en venant, il savait tout cela. Quand il était candidat, il savait tout cela.
Le programme dont il parlait, mais qu'ils mettent ça en œuvre, c'est tout. Sans attendre 2 ans après pour commander encore un autre programme. Et c'est ça qui est aberrant. 2 milliards, plus maintenant, toute la coterie, tous ces gens-là qu'on amène qui n'ont rien à voir là-bas. Et quand vous calculez les billets d'avion, hébergement et tout, c'est à peu près aussi 2 milliards 500. Ça veut dire que 2 milliards pour la commande, la consultance, 2 milliards aussi pour, disons, nourrir, faire voyager des gens à ne rien faire là-bas. C'est du n'importe quoi. On n'a pas besoin de cela. Ce qu'il faut dire, il parle du riz. Mais le riz, l'or blanc, parlons-en. Le Sénégal exporte, monsieur le ministre, annuellement entre 800 et 900 000 tonnes. Mais allez à Bangkok, au départ, en Thaïlande, la tonne, c'est à $500. Quand on va manger notre tchéboudian, le riz là, la tonne là qu'on achète en Thaïlande à $500, la tonne là, elle nous revient à $1000. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Et j'ai parlé de mission régalienne de l'État. Justement, parce que c'est ça, en réalité, qui peut vraiment tout de suite changer la situation économique, socio-économique des Sénégalais. Mais prendre des mesures pour alléger les commerçants et les ministres du Commerce. Mais on demande aux commerçants une provision de 3% avant même d'importer. Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on peut faire développer le Sénégal. Et l'agriculture, dans ces conditions, ne peut pas du tout. Vous parlez de tous ces programmes dont vous parlez là. Mais avec ce qu'on importe annuellement en riz, avec tout ce qu'on paye, et les difficultés des commerçants et tout le reste, mais très bien. Ça fait, alors, ça fait des ordres. On est à la fin de l'émission, mais vraiment 1 minute pour chacun sur la question de l'emploi. C'est parce que c'est fini. Hein. Le président a annoncé un projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Déjà, il y a des chiffres, hein, 18,8 milliards de francs CFA de la BAD en cours d'exécution pour 15 000 emplois sur 5 ans. Alors, évidemment, ça s'ajoute aux initiatives qui étaient déjà prises. Abdou Aziz Diop, rapidement, comment est-ce qu'on peut apprécier cela? Très rapidement. Hein. J'ai écouté cet après-midi la radio, comme tout bon citoyen, pour m'informer. Et on a interrogé des jeunes. La question qu'on leur a posée est très simple. Qu'attendez-vous du discours? En termes d'emploi. Que voulez-vous entendre dire le président dans son adresse à la nation? Un jeune très intelligent a dit 3 choses qui me semblent fondamentales. Il dit: le fonds de garantie des investissements prioritaires, nous voudrions que le président nous dise quand ça démarre. Le fonds GIP. Le fonds GIP, pour garantir les projets portés des jeunes, par les jeunes, après qu'ils sont encadrés par des personnes formées pour rendre leurs entreprises montées, viables, après garantie. Deuxième question, il dit qu'on nous parle de partenariat public-privé pour l'emploi. À combien se chiffre l'enveloppe concrètement? Parce qu'il faut dépasser des discours. Voilà, fondamentalement, il se pose ces 2 questions. Il se trouve que ce sont on n'est plus au stade de chantier, on est au stade d'exécution du fonds de garantie des investissements prioritaires et également du partenariat public-privé. Pour soutenir l'emploi? Pour soutenir l'emploi. Et je termine très rapidement. Nous ne pourrons garantir aux jeunes des emplois durables au cours des 10 prochaines années si nous ne mettons pas l'accent, ainsi que le préconise le plan Sénégal émergent, sur le capital humain. En quoi faisant? Très rapidement. D'abord, en alignant les formations universitaires sur les besoins de l'économie, première démarche. Seconde, développer les formations techniques et professionnelles, y compris l'apprentissage. Et puis restructurer et promouvoir la formation continue. Merci. Je termine. Merci. Pour que le capital humain puisse répondre aux besoins d'emploi de notre économie. OK. Sur la question de l'emploi. Sur la question de l'emploi, si on fait le point entre les promesses et les réalisations, mais j'ai dit sur un autre plateau de télévision, c'est un échec à hauteur de 85%. Ce qu'il avait promis, 500 000 emplois au bout de 7 ans, ramené à 5 ans, si cela est réalisé, ça tourne autour de 70 000 emplois par an. 2 ans, ça fait 140 000. Il a créé moins de 20 000 emplois. Donc un déficit énorme. J'ai dit tout à l'heure que la question de l'émergence. Il faut un état de droit.
il faut également une éducation. Le président de la République, il a sauté une étape importante en parlant d'emploi. Avant de parler de l'emploi, il faut parler de l'éducation et de la formation. D'accord. Et on n'a pas entendu. Deuxièmement, la question des entreprises, la situation. L'année dernière, le 1er mai, ils avaient demandé au ministre chargé du secteur de lui faire la liste des entreprises en difficulté pour venir en aide. On est au moment où nous parlons au même point, donc il n'y a pas d'entreprise capable de rivaliser avec ce qui se fait de meilleur ailleurs. Sur l'épargne, c'est une autre voie, c'est un autre facteur. Il y a également les exportations, il y a également tout un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui, si vous les examinez les uns après les autres, vous verrez que nous sommes très loin d'être sur les rails de l'émergence. Le ministre Alioune Sarr. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'Oumar, la création d'emplois, c'est, je crois, sur 3 piliers essentiels. C'est d'abord faire un environnement qui fait qu'il y ait des entreprises qui se créent et qui créent des emplois. Parce que le secteur privé, dans toutes les économies mondiales, c'est le secteur privé qui crée les emplois. Et ça, c'est le développement des PME-PMI. Or, quand on a fait les diagnostics des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ils ont 3 problèmes principaux. Le premier problème, c'est l'accès au financement. Et là, Aziz l'a dit tout à l'heure, c'est le FONGIP pour les petites et moyennes entreprises, mais également le FONSIS pour attirer les investissements étrangers. Mais vous avez également la BND. Vous avez également la BND avec 22 milliards dont la mission, c'est pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Deuxième élément, accès aux services non financiers, c'est-à-dire accès aux terres, au loyer. Aujourd'hui, quand nous aménageons des zones comme Diamniadio, ça permet justement à ce que les entreprises puissent avoir accès à des services non financiers qui leur permettent d'y aller de manière assez simplifiée. Et dernier élément qui est très important pour les petites entreprises, ce sont l'accès aux marchés nationaux et aux marchés internationaux. Quand le gouvernement met en place un système de régulation sur l'oignon et sur le sucre, c'est parce que justement nous voulons que nos petites entreprises au Sénégal puissent être préservées et puissent gagner davantage de parts de marché au Sénégal et dans la sous-région. Donc, ce n'est pas exact de dire que le gouvernement ne fait rien sur ces questions. Monsieur Diouf, si vous étiez aux affaires, vous devez savoir clairement que le secteur privé crée des emplois. Mais je voulais simplement dire un dernier élément pour dire la bonne volonté de l'État dans cette question. Le gouvernement lui-même, regardez ce que nous avons créé en termes d'emploi au niveau du secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'éducation. Je vous dis simplement pour donner un signal. Dans la fonction publique, 20 000. 20 000. Non, 20 000. Mais attendez, M. Diouf, je vous donne simplement pour dire simplement que l'État donne le signal, pour dire simplement que le secteur privé, qui a la mission justement de développer des entreprises, de développer les emplois, justement, ce secteur privé a besoin d'être accompagné. Et l'ensemble des mouvements que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est justement dans ce sens-là. Dernier élément, Omar, si vous le permettez, le secteur agricole. Quand le président de la République parle des domaines agricoles communautaires, mais ces domaines agricoles communautaires, mais c'est cela justement qui permet d'abord, de fixer la jeunesse sénégalaise en milieu rural. Parce que vous savez, M. Diouf, vous êtes du monde rural. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont les champs, parfois même ils ont l'eau, mais ils viennent à Dakar pour gonfler le secteur, dit secteur informel. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans une zone comme le lac de Guerre, ou quand vous êtes dans une zone comme Ban, vous mettez en place des périmètres, où vous tirez l'eau, vous permettez justement à ces jeunes Sénégalais de pouvoir qui vont occuper les jeunes. Mais justement, d'abord, non seulement ils occupent les jeunes, mais ils produisent également des produits dont la plupart sont importés. Donc je vous dis simplement, il ne faut pas que vous soyez trop découragés. Merci beaucoup. Peut-être que le PDS n'a pas pu le faire, mais nous allons réaliser ensemble. Et je pense que vous allez donner la fin de compte. Si vous parlez en parlant des entreprises, laissez l'enfant terminer. En parlant des entreprises, s'il vous plaît. Et la fiscalité qui pèse sur les entreprises, les empêche de créer des emplois. Laissez terminer. Allez-y. C'est trop facile. Vous avez oublié de dire qu'on a baissé la fiscalité sur les salaires, M. Diouf. Non, je parle de la fiscalité sur la création d'emplois. Ça, c'est un autre débat. Et le secteur privé qui crée. Laissez M. Seydi. Vous avez M. Diouf, s'il vous plaît. À un niveau extrêmement difficile pour les s'il vous plaît, M. Diouf. Laissez M. Seydi. Quand le ministre parle du secteur privé, je crois que le président, étant candidat, n'avait pas compris cela en parlant des 500 000 emplois qu'il disait vouloir créer. Et quand il vient, il persiste encore, je vais créer. Et chemin faisant, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Sécurité de proximité, une catastrophe. Et il met ça sur le compte des emplois. Ça, ce n'est pas des emplois, il faut être sérieux. Alors, ce qui se passe, c'est simple. Dans tous les pays du monde, ça c'est une leçon qu'on n'a pas besoin d'apprendre à qui que ce soit parce que tout le monde connaît un enfant, vraiment de rien du tout connaît cela. L'État n'a pas vocation à créer des emplois, ce n'est pas son rôle, il ne peut pas. L'État met les conditions, les entreprises, regarde ce qui se passe en France. C'est ce qu'on vient de vous dire. Le président Hollande l'a compris, tout le monde lui tire dessus parce que c'est un socialiste, il fait un virage à presque 90 degrés vers la social-démocratie. Qu'est-ce qu'il fait? Pacte de responsabilité. Ce fameux pacte-là, c'est quoi? C'est vraiment
favoriser la loi de l'offre. Comme ça, les entreprises, quand l'environnement est là, les entreprises créent de l'emploi. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'État. Là-bas aussi, on dit qu'il faut C'est pourquoi, à l'heure du bilan, ce sera un échec. Il faut être réaliste et savoir les choses sans faire... La loi de l'offre est une loi conservatrice. La loi de l'offre n'est pas une loi conservatrice. C'est la loi de la demande qui est une loi progressive. Cette loi-là est une loi... Les deux vont de pair. Il faut revoir vos humanités. Je préfère être keynésien plutôt que néoclassique. Vous êtes néoclassique, vous êtes conservateur. C'est John Stuart. Merci beaucoup. Et celui-là, c'est un vrai progressiste. Merci beaucoup Yankoba Seydi. Merci Ibrahima Diouf Niokhobaye. Merci Monsieur le ministre Alioune Sarr. Merci Abdou Aziz Diop. Merci Mesdames, Messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. Très bonne fête de l'indépendance à toute la population du Sénégal. Merci.